Et Ah ça bon? marche. Et ça marche très bien. Calling in progress. Ouf. Eh bien, c'est super. Et il n'est que 8h37. Il On a manque 3 combien d'heures de minutes. classe? Très bien, donc on est toujours dans les Prasangika, ouais, on est à la fin du Lamrim. OK. Et on va essayer de voir par rapport à des questions, par rapport. Nathalie m'avait demandé de revoir des choses pour le continuum. Salut Dominique. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Très bien. Donc pour le continuum donc, et la conscience, exactement. Est-ce qu'il y a une différence entre le continuum et la conscience? Entre le continuum mental et la conscience, d'après vous? Oui, Il y a une différence. Il y a une oui. différence parce que Inclusion. Parce que le continuum est une série d'instants de conscience. Et il continue d'une vie à l'autre, le continuum. oui, donc c'est à peu près tous. Oui, le continuum continue, en effet, de son nom. En effet. Et si ça s'arrête, il n'y a plus de conscience, ouais. Ah ben oui. Il doit y avoir quelque chose qui continue avec les renaissances, ouais. Ouais, Et donc, c'est le qu'est-ce qui continuum. continue? Il y a le karma qui continue, par exemple. Il y a le karma qui continue. Il n'y a pas que le karma. S'il n'y avait que le karma, Il y a le continuum qui continue Enfin. avec les renaissances. Ah, il y a le continuum qui continue. oui, 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 oui. Oui, 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 j'affirme. En fait, est-ce que la conscience peut cesser? Il y a des consciences qui peuvent cesser, oui. Ouais. Les consciences Par exemple, grossières, mais ça dépend quelle conscience. les Ça dépend quelle conscients, conscience. les Ça dépend consciences, si par exemple, vous regardez cette tasse et après je cache la tasse. Est-ce que vous avez toujours une conscience visuelle de la tasse? Ben non, elle a disparu, oui. Elle a disparu. Donc il y a des consciences qui cessent, il y a des consciences qui naissent, qui demeurent un certain temps et qui cessent. Ouais. Mais le continuum de conscience mentale, le continuum mental, lui ne cesse pas. Il ne peut pas venir non. à cesser. Ouais. C'est les consciences d'essence qui peuvent cesser, en effet. La conscience mentale, la conscience mentale grossière, elle pourrait cesser, ouais. Donc peut-être ce serait utile qu'on fasse des bases par rapport à ça d'ailleurs. Quand on dit oui, parce qu'on va peut-être mettre les autres diapos de côté pour l'instant et on va y revenir. Mental, ça veut dire quoi mental? Une faculté intellectuelle ou qui n'est pas sensorielle, ok. C'est intéressant. C'est intéressant, ok. Donc intellect et pas sensoriel, d'accord. Ok. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'il y a une distinction entre conscience mentale et mentale. Ouais, si on dit juste mental, mental égale esprit. Ouais, égale conscience. Et donc, ça veut dire qu'une conscience visuelle, c'est du mental. C'est de l'esprit, c'est de la conscience. Ouais. Donc, si on dit mental, ça veut dire esprit. Ça veut dire conscience. Ouais. Si on dit conscience mentale, c'est plus la même chose. Si on dit conscience mentale, c'est qu'on dissocie les consciences sensorielles et la conscience mentale. Ouais. Ouais, ça veut dire que la conscience mentale, c'est du mental. Les consciences sensorielles, c'est du mental, mais ce n'est pas de la conscience mentale. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Ouais. Oui, tout à fait. Et quand on dit mental, ce n'est pas nécessairement intellectuel. Ouais. Ça veut dire que, par exemple, une perception visuelle, c'est du mental, mais ce n'est pas intellectuel, nécessairement pas, ouais, parce que c'est sensoriel. Et une conscience mentale n'est pas nécessairement intellectuelle. Elle n'est pas nécessairement conceptuelle. Ouais. Tout à fait. Ouais. Oui. Par exemple, OK. Par exemple, ça s'inté dans cette série avec la Vénérable Two Children, parle de la perception mentale directe d'une manière très facile à comprendre. Si par exemple, vous vous demandez ce matin comment je me sens, dans quel état j'erre, est-ce que je me sens bien, pas bien, etc., vous avez une conscience mentale directe de votre sensation, en général. Ouais. C'est une perception mentale directe. Ouais, c'est assez facile à comprendre dans ce cas-là. Si c'est du point de vue des Sotrantika, c'est plus compliqué, c'est presque même artificiel. OK. Est-ce que c'est clair pour l'instant? La différence entre mental et conscience mentale, ouais, c'est ça? OK. Très bien. Donc, oui. Oui.
égale l'une des 6 consciences principales. Ouais. C'est-à-dire qu'on a les 5 consciences sensorielles et on a... Alors, elle n'est pas nécessairement conceptuelle, elle peut l'être. Ouais. Par exemple, une fois dernière, on avait parlé de ça. On va en reparler d'ailleurs. Normalement, c'est prévu. Vous avez les différents types de perception directe. Ouais. Ça, normalement, il y en a qui les connaissent par cœur. Non. Yogique, par exemple. Ouais, perception yogique directe, une perception directe yogique. Est-ce que c'est une conscience sensorielle? Mental. Si ce n'est pas une conscience sensorielle, c'est nécessairement Mental. Et c'est non conceptuel, ça doit être direct. Mm. Ouais. Oui, très bien. Wow, ça, c'est magnifique. Ça, c'est super. OK. Donc ça, normalement, ça mérite d'être clarifié. Et par exemple, ouais, on ne va pas insister trop, mais ce qui est important, c'est de voir que conscience égale esprit égale mental. Ouais. Par contre, si on dit conscience mentale, là, on fait quelque chose de beaucoup plus spécifique. Il ne s'agit plus de conscience sensorielle. Ouais. Très bien. Et donc, la continuité de la conscience, c'est ce qui nous permet le lamrim. Donc, on va faire quelques petites révisions du lamrim avant de passer sur la suite. Le lamrim, ça veut dire quoi d'ailleurs, lamrim? La voie progressive. Exactement. Des étapes de la voie, ouais. OK. Vers l'éveil. Très bien. Et donc, il y a l'attitude initiale. Ça, normalement, vous l'avez étudié il y a 2 ans, ça, non? Au tout début. Ouais, au tout début. Donc, à la FMT, on parlait d'envergure à l'époque, mais ça a été changé. Normalement, on parle d'attitude. Envergure, ça fait un petit peu... ça fait un peu flamant rose. OK. Les 3 types d'individus, exactement. Et donc, l'individu initial, ou on peut dire basique, mais parfois c'est traduit par inférieur. Mais en fait, ce n'est pas correct de dire inférieur, parce que ça donne une notion de supériorité. Enfin, ça fait un peu bizarre. Ça peut être inférieur dans le sens de base, la base sur laquelle on construit. Voilà. Dans ce cas-là, si on le comprend bien comme ça joue. Ouais. Donc, c'est vraiment l'attitude initiale. L'attitude initiale, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on recherche? Alors là, on recherche quoi? Le bonheur. Le bonheur dans le bonheur. Vie. Pas encore. Et plus. Plus et pas encore. Ce n'est pas le bonheur dans cette vie, c'est le bonheur dans le samsara. Ouais. Ça veut dire le bonheur dans les vies prochaines. Ouais. Exactement. Voilà, exactement. On va chercher à comprendre le karma. Initialement, c'est surtout ça. C'est le karma. C'est indépendance du karma. Ouais. C'est indépendance du karma. Exactement. On pourrait dire que c'est aussi, par exemple, dans les 3 aspects principaux de la voie, la Tsongkhapa dit c'est en méditant encore et encore sur la précieuse existence humaine et l'impermanence et la mort qu'on se débarrasse de l'attachement à cette vie. Ouais, donc, il faut penser à cet aspect précieux de cette existence humaine et le fait que ça peut nous claquer dans les mains n'importe quand. Ouais, et là, on va se dire, OK, il y a quelque chose qui va suivre. Et qu'est-ce qui va suivre? Les renaissances. Elles sont plus importantes, ouais, parce qu'elles sont plus nombreuses. Et donc là, on va commencer à se diriger vers l'éthique, parce que vous savez que c'est l'éthique, ouais, l'abandon des 10 négativités qui permet de remettre dans le monde supérieur. Ouais. Ouais. Oui. OK. Donc ça, c'est très important. Et donc, l'éthique, ça nécessite de bien comprendre le karma. Ouais. OK. Ah oui. Ouais, exactement. Oui. D'abandonner les 10 non-vertus. Très bien. Donc là, c'est pareil. Parfois, c'est traduit par les 10 actes négatifs. Ouais. Mais les 3 derniers ne sont pas des actes, ce sont des afflictions. Ouais. Donc, c'est pourquoi on dit négativité ou non-vertu. Ouais. OK. Les 10, c'est quoi d'ailleurs? Oui, 3 par le corps, ensuite la parole. 4 par la parole et 3 par l'esprit. Exactement. Et les 3 de l'esprit sont des afflictions, ne sont pas du karma. Ouais. OK. Très bien. Et l'attitude intermédiaire, Damien l'a dit tout à l'heure, c'était quoi? C'était la libération personnelle ou la libération de quelques êtres. Parce que souvent, on dit que les arhats, ils n'aident personne qu'eux-mêmes, mais ce n'est pas vrai. Ils rencontrent des gens, ils discutent avec des gens, ils peuvent enseigner à des gens, donc ils peuvent aider certaines personnes, mais un groupe extrêmement restreint. Ouais. OK, c'est pour ça que là, il y a 2 oiseaux. Donc, l'attitude intermédiaire, comment est-ce qu'on fait pour développer cette attitude parce qu'elle n'est pas innée? Le renoncement, exactement. Et comment est-ce qu'on renonce? Comment est-ce qu'on fait pour renoncer? Et à quoi est-ce qu'on renonce? On renonce aux souffrances. Exactement. On renonce à la souffrance, ouais. Aux souffrances. Très bien. OK, donc la souffrance, c'est quoi? C'est juste se cogner le pied dans une chaise? Non, c'est enlever les afflictions
Oui, les afflictions, exactement. Quand on parle des vraies souffrances, c'est surtout Ouais, des afflictions dont on affliction. parle. Ouais. Ouais. Les cléchas, exactement. Non, Ouais, les cléchas. Ok, donc c'est à la fois les vraies origines et c'est aussi les vraies souffrances. Ouais, c'est Mhm. les deux. Ouais, ok. Parlementaires. Ouais, ok. Très bien. Ok, et donc on a la possibilité soit d'obtenir l'état de Bouddha, soit d'obtenir l'état d'Arhat. Ouais. Et eux, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ceux qui veulent la libération individuelle, Et l'état d'Arhat. chercher. Tada. Exactement. Oui, ils vont se diriger vers l'état d'Arhat. Ouais. Donc là, il y a deux Arhats possibles. Pourquoi? Mais Les réalisateurs, Oui, les c'est auditeurs. presque ça. Oui, il y oui. a les bodhisattvas aussi qui sont encore des arhats. Les Alors, réalisateurs alors, et les auditeurs. Aussi. alors, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que ici, si on est bodhisattva, on va se diriger vers où? Vers la bouddhéité. Exactement, vers l'état de Bouddha. Ouais. Donc, bien sûr Ouais. qu'un Bouddha, c'est un Arhat, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Et si on fait la distinction entre Arhat et Bouddha, dans ce cas-là, c'est vraiment deux voies différentes. C'est une qui part à gauche et l'autre qui part à droite. Ouais. Alors, nécessairement, pour les personnes anglicans, les Arhats doivent réaliser la vacuité. Ah oui. À la voie, on Ah les verra oui. après, mais ils sont vraiment arrivés au bout de leur voie. Ouais. Ouais. OK. Donc, il y a deux types d'Arhats. Pourquoi? Parce qu'il y a les Shravaka, les auditeurs, et les Pratyeka Bouddha. Vous en avez entendu parler, ouais. Ouais, ceux qui ont Ouais. réalisé. Donc, c'est juste pour ça qu'il y a deux types d'Arhats. Donc, c'est pas très grave. Oui. C'est pas très grave. On pourrait dire que les Arhats, les Shravaka, ils ont obtenu le bac. Et les Pratyeka Bouddha Arhats, ils ont obtenu le bac avec mention. Ils ont plus de C'est une mérite. belle image. Ça vient de Geshe Genshin. OK. Très bien. Donc, ceux qui veulent obtenir la libération individuelle, ils veulent obtenir que l'état d'Arhat, ouais, l'état de libération personnelle. Vous êtes d'accord? Mhm. Ouais. C'est pour ça que leurs voies, on appelle les voies du véhicule de libération individuelle. Ouais. OK. Et l'attitude supérieure, donc là, c'est pareil, c'est pas une notion morale, hein, la supériorité, ça veut dire que ça englobe tous les êtres sans exception. Vous êtes d'accord? Mhm. OK. Très bien. Et donc, on se dirige vers l'état de Bouddha ou vers l'état d'Arhat? Oui, vers l'état de Bouddha. OK. Ouais, j'ai loupé une diapo. Très bien. Et donc, dans ce cas-là, on ne veut pas se libérer que soi-même. On veut aussi aider les autres à se libérer de la souffrance. Vous êtes d'accord? Ouais. C'est ça Mhm. l'attitude supérieure. Très bien. Comment est-ce qu'on développe cette attitude supérieure? Par, Bodhicitta, exactement. Et donc, les méthodes pour développer Bodhicitta, ouais. Mhm. Bon. Ouais. Qui sont Par, par la exemple, compassion, L'échange, non, l'échange. les 7 causes et un effet. éveiller pour le bien de tous les êtres. Donc, ça, c'est Bodhicitta, ouais. Ouais. La compassion, ça voudrait dire que les Arhats n'auraient pas de compassion, par exemple. S'ils ont la compassion. Ils ont de la compassion. Ah oui. Ils n'ont pas la grande compassion. Ils ont la Compassion, compassion oui. infinie parce qu'ils ont les quatre infinis. Il y en a qui ont suivi. Oui, dis donc. Ouais. En effet, donc ils ont la compassion infinie. Ouais. Ils ont la bienveillance infinie, la compassion infinie, la joie infinie, l'impartialité infinie. Mais ils n'ont pas la grande compassion. Qu'est-ce qui fait la différence entre la compassion et la grande compassion? La grande compassion est ce qu'on s'occupe Ils veulent de se réincarner pour libérer tous les êtres, oui. atteindre la bouddhéité pour le bien de tous les êtres, Exactement. sans exception, sans exception. Pour les êtres, tous les êtres sans exception. Ouais. Et donc, la grande compassion, c'est qu'il y a la responsabilité universelle avec. Mhm. Ce qu'on appelle l'Arksam, c'est l'anti-bétain. C'est l'attitude exceptionnelle, la responsabilité universelle. Ça, c'est un qui traduit par ça, responsabilité universelle. Ça veut dire quoi? Entre la simple compassion et la grande compassion, la simple compassion, c'est puisse tous les êtres échapper à la souffrance. C'est aux causes de la souffrance. Ouais, vous êtes d'accord? Mhm. Ouais. Mais la grande compassion, c'est puissais-je faire en sorte que tous les êtres échappent à la souffrance. D'accord? Et Mhm. donc, c'est une immense différence. Ouais, ça veut dire que les Arhats n'ont pas cette grande compassion. Ouais, vous êtes d'accord? OK. Parce qu'ils disent que c'est moi qui va les sauver, Oui. la Oui. grande compassion. Exactement. C'est prendre la responsabilité. Mhm. Tout à fait. Parce que se mettre en action. Mais les Arhats aussi ils se mettent en action. Ils vont cultiver la non-violence, par exemple. Oui. 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 C'est la seule possibilité, c'est d'enseigner. Et renaître, en effet, par le pouvoir de la compassion. Ouais. OK.
Oui. Alors en fait, ils vont renaître, oui, ils vont renaître par le pouvoir de la compassion. Les bodhisattvas, hein. Les bodhisattvas renaissent par le pouvoir de la compassion. Et donc, il y a le karma et les afflictions qui fait qu'on renaît. Mais pour nous, on est soumis au karma et aux afflictions. Eux, ils renaissent en dépendance du karma et des afflictions. Et donc, il y a une légère différence parce qu'ils utilisent le karma et les afflictions pour renaître, pour le bien de tous les autres. Hein. Oui. Alors, est-ce que, en fait, ce qui est vrai, c'est que le Bouddha Shakyamuni, c'était un corps d'émanation suprême, ouais, avec la représentation sur la statue, etc. Donc, ça veut dire il se manifeste nécessairement sous la forme d'un moine pleinement ordonné, nécessairement avec la protubérance, le shnisha, etc., avec les 112 signes, ouais, nécessairement. Mais ça, ce n'est qu'un corps d'émanation parmi d'innombrables, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut se manifester en fonction des aspirations des êtres, en fonction de leur perception karmique, sous n'importe quelle forme. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est dans les lamrim, par exemple, dans la voie de la félicité, dans le lamrim du Panchamama, Sainte commente, il dit qu'en effet, le Bouddha lui-même, Vajradhara lui-même dit qu'il se manifeste sous la forme des maîtres authentiques. Exactement. Une émanation, c'est un petit peu une forme grossière, c'est une forme grossière qui est perceptible pour les êtres ordinaires, hein, parce que sinon, les corps de gloire, par exemple, Avalokiteshvara, Aryatara, etc., nous, on ne peut pas les percevoir. Hein, on n'a pas le niveau pour les percevoir, donc ils ont besoin de se manifester sur une forme plus grossière encore. C'est ça, les émanations. Ouais. Ah oui, oui, tout à fait. Les Bouddhas sont nécessairement libérés. Et les Bodhisattvas, ah oui, une émanation, c'est ça, une émanation. Une vraie émanation, c'est nécessairement Bouddha. Dans le système tibétain, il y a les Tulku. Et Tulku, ça veut dire corps d'émanation. Mais est-ce que c'est vraiment la manifestation d'un Bouddha ou pas? Il y a différents types de Tulku. Il y en a qui sont des êtres ordinaires, il y en a qui ont atteint certains niveaux de réalisation, il y en a qui sont peut-être réveillés, mais c'est difficile de savoir de notre côté en tout cas. Est-ce que c'est clair pour vous, pour Bodhicitta? Oui. Pour sa santé, ça dépend de l'attitude que tu as. Si lui, il dit qu'il est un simple moine, il ne va jamais dire je suis poussé de glace, à mon carré. Jamais il va dire ça. Mais après, c'est comme nous, on le voit. D'autant que dans le Lamrim, les instructions du Lamrim, au tout début, on est censé se tourner surtout vers le côté lumineux de la force. Ouais, de voir plutôt les aspects positifs. Mais une fois qu'on a pris le temps de le choisir, pas simplement en disant... Et parce que sinon, il y a les dérives, ouais, il y a les abus, etc. Donc souvent, on dit quand le disciple est prêt, le maître apparaît. Et donc, il y a des gens qui disent « Ah, tiens, il y a un moine qui se balade, il y a quelqu'un qui enseigne, etc. » Donc, c'est nécessairement un maître. Et donc, je suis nécessairement prêt, etc. Donc, il y a beaucoup de fausses par rapport à ça. Donc, il faut vraiment prendre son temps pour analyser, étudier, savoir c'est quoi un ami spirituel du Mahayana, c'est quoi un maître tantrique, etc. Il faut vraiment étudier. Ouais. Oui. Oui. À chaque fois, nécessairement, s'il revient, oui. c'est qu'il est réalisé. Oui. Et donc, à chaque fois, il dit que dans cette vie, il a eu la réalisation de la vérité terrestre, il y a quelques années. Pourquoi Hein? Il donne l'aspect. C'est des moyens habiles entre ce que dit... Non, il ne peut pas mentir. Il n'a pas le droit de mentir. Ouais. Donc, il ne peut pas dire simplement qu'il a fait quelque chose alors que ce n'est pas vrai, etc. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Est-ce qu'il était déjà éveillé avant? Si on peut dire qu'il est déjà éveillé, il peut simplement montrer la voie, exactement comme le Bouddha. Hein. C'est le même continuum. Ouais. Nécessairement. À moins qu'il y ait une erreur dans le choix d'un Dalai Lama, etc. Mais normalement...
C'est des manifestations diverses et variées. Ça veut dire qu'un Dalai Lama n'est jamais le même qu'un autre Dalai Lama. Ça, on l'avait vu par rapport aux Ouais. instances, des généralités, etc. Ouais. Puis même par instances, rapport au continuum aussi. les unes avec les autres. Mais il y a quelque chose qui se transmet. Ouais. Il y a quelque chose qui se transmet, un continuum, le même jeu, etc., etc. Après, est-ce que fait un Dalai Lama, est-ce que fait un autre Dalai Lama? Il y en a qu'on doutait, par exemple, Sangyang Gyatso, le 6e, il y en a qu'on dit non, c'est pas un Dalai Lama, parce qu'il était laïque en plus, c'était horrible. Imaginez qu'un Dalai Lama puisse être laïque, etc. Le 7e Dalai Lama, il était très, très érudit, hein? Beaucoup plus, très, très, très érudit. Le pouvoir ne l'intéressait pas du tout. Ouais. Et, ouais, le 7e. On a beaucoup de ses enseignements. Tout à fait. Il était surtout plus proche de la tradition Gelugpa. Ouais, très. Le Lama Ouais. était proche des autres traditions. Dans le grand 5e, c'était un très grand Tertön, un grand maître Dzogchen. Mais le 7e était plus proche de la tradition Gelug. Et c'est vraiment un très, très grand érudit. Mais la plupart des Dalai Lama sont des grands érudits. Et avant les Dalai Lama, normalement, Gawa Dromtonpa, c'est l'une des émanations de sa sainteté. Enfin, oui, absolument. Avant qu'il devienne le premier Dalai Lama, c'était Dromtonpa. Et chez le maître tantrique, Krishnacharya aussi. Ouais. Parmi les grands maîtres. Ouais. OK. Ouais. Hendrik dit oui. La question, c'est est-ce que le Bouddha était déjà éveillé quand il est arrivé sur cette planète? Oui. Donc Hendrik dit oui. 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 Il était déjà éveillé. Ouais. C'est le point de vue Mahayani, c'est le point de vue tantrique aussi. Ouais. Oui. Mais pour les Vaibhashika et les Sautrantika, c'était un être ordinaire qui s'est assis sous l'arbre de la Bodhi. Ouais. À Bodh Gaya. Les différentes voies et jusqu'à obtenir l'éveil au cours de la même assise méditative. Donc ça pose question. Ça veut dire que son corps reste une vraie souffrance. Il est obligé d'étudier. Exactement. Mais même pour les Vaibhashika, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, même pour les Vaibhashika, c'était un bodhisattva de toute façon. On n'arrive pas à un être totalement non spirituel et à l'état de Bouddha sans rien au milieu. Il y a toujours un bodhisattva au milieu. Ouais. Ouais. Très bien, c'est intéressant pour ces questions. OK, donc pour l'attitude supérieure, oui. Okay. Donc, pour les réalisations du Dalai Lama, oui. Comment ça se passe à chaque fois quand on dit le réalise, c'est qu'après il revient qui le fait avec le réalise et puis le fait le réalise, ou alors il fait Normalement, on ne peut pas perdre la réalisation directe de la vacuité. Ouais. Après, est-ce qu'il l'a dit ou... Il l'a dit, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il l'a dit avec une intention derrière? Moi, je n'ai pas son 06, donc je ne peux pas lui demander. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si c'est une réalisation directe de la vacuité, elle est définitive. Elle ne peut faire que s'approfondir. Après, est-ce qu'on peut être un lama réincarné et ne pas avoir de réalisation directe de la vacuité? Je pense que oui. C'est-à-dire que les précédents de la lama avaient certainement au moins une réalisation inférentielle de la vacuité, ce qui est déjà difficile à obtenir, parce que pour avoir une réalisation inférentielle, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais après, il a certainement pu cultiver bodhicitta, etc. Et être un vrai bodhisattva, mais pas encore un arya bodhisattva. Ouais. Après, c'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être il parle de son jeu de cette existence-là, et non pas du jeu général, etc. Donc, c'est difficile à dire. Okay. Très bien, donc il y a ces deux voies, vers l'état d'Arhat ou vers l'état de Bouddha. Ouais, vous êtes d'accord. Et on pourrait ajouter juste un petit détail, c'est qu'on peut changer d'avis en cours de route. C'est-à-dire qu'on peut avoir un GPS. GPS, je l'ai quelque part. Oui. On peut avoir un GPS qui se trompe, ou en fait, on va dire qu'on n'est pas vraiment décidé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on peut avoir envie d'aller à Avignon, et au bout d'un moment, se dire, bah non, en fait, finalement, je préfère aller à Aix-en-Provence. C'est-à-dire qu'on peut aller soit d'abord vers l'état d'Arhat, et en cours de route, changer d'avis. Et se dire, bah non, j'ai envie d'atteindre l'état de Bouddha.
Et inversement. Il y en a qui veulent atteindre d'abord l'état de Bouddha, puis après ils se disent, ah, bah, finalement, non, je veux obtenir la libération personnelle. Donc, ce n'est possible que jusqu'à un certain point. Ouais. S'il y a une réalisation directe de la vacuité, quel que soit le véhicule, on ira de toute façon jusqu'au bout, dans ce cas-là. Ouais. OK. Et donc, le GPS, c'est la vue. Ouais. La direction avant, Bouddha ou Arhat, c'est le véhicule. C'est-à-dire quelle voie on prend pour aller vers telle destination. Mais on peut utiliser un GPS ou un autre. Ouais. On peut avoir un GPS Vaibhashika, Sutrantika, etc. Et on peut avoir un GPS Prasangika. Ouais. OK. C'est-à-dire que chaque GPS va montrer toutes ces voies-là, mais en fonction de comment est-ce qu'on y arrive, qu'est-ce qu'on doit réaliser, quels sont les objets d'abandon. Il y a plein de vues différentes par rapport à ça. Ouais. OK. Très bien. Très bien. Donc là, c'est le point de vue Prasangika qu'on a toujours. Ouais. Et donc, il y a ces différentes voies. Il y a la voie d'accumulation. Ouais. Ensuite, il y a la voie de préparation. Ouais, je ne sais pas si c'est assez gros. Voie de vision. Voie de méditation et voie au-delà de l'apprentissage. Ouais. Ça, vous le savez, il y a les 5 voies pour n'importe quel véhicule. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 15 voies en réalité. Il y a 5 voies du Sravaka, 5 voies des Pratyekabuddha, 5 voies du Mahayana. Ouais. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Et donc, si on est sur la voie d'accumulation et la voie de préparation, quel que soit le véhicule, on est un être ordinaire. Ouais. Et si on est sur les voies jaunes, on est un Arya. C'est ça qui fait la différence. Ouais. Ouais. Ça, c'est très important. Ça veut dire que si on est sur n'importe laquelle des voies, on a nécessairement au moins un renoncement authentique. Ouais, ça veut dire qu'on est au moins dans l'attitude intermédiaire. Si on est dans l'attitude initiale, ça veut dire vouloir être heureux dans les mondes, dans les renaissances supérieures, on n'entre même pas dans le schéma ici. On n'est même pas dans des voies. Uniquement si tu as le renoncement, au minimum le renoncement. Ouais. Donc ça, c'est très important de faire cette distinction. Par exemple, si, du point de vue bouddhiste, si on est tourné vers cette seule existence, en particulier, cette seule existence et pas les prochaines vies, si on consacre toutes nos activités sur cette seule existence, on n'est même pas un être spirituel, du point de vue bouddhiste. Ouais. Donc si, là, normalement, on avait l'attitude basique, c'était quoi l'attitude basique? C'est vouloir obtenir le bonheur au cours des vies à venir. Ouais. Et si on veut obtenir le bonheur dans cette seule existence, en premier lieu, et tout le reste est secondaire, on n'est même pas un pratiquant spirituel. Ouais. C'est dans se départir des 4 attachements. Oui, c'est ça, c'est marqué dessus, oui. Exactement. Si tu es attaché à cette vie, tu n'es pas un pratiquant spirituel. Spirituel, oui. Ça veut dire que la voie spirituelle du point de vue bouddhiste, ça commence avec l'attitude initiale. Ça commence avec vouloir consacrer toutes ces activités vers quelque chose qui dépasse cette seule existence. Oui, exactement. Il y a un non-retour à partir de la voie de vision. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, si on choisit une voie, quelle qu'elle soit, on peut encore changer d'avis avant l'état d'Arya, avant la voie de vision. On peut encore modifier. On peut aller à Montpellier ou à Avignon, etc. Mais une fois qu'on est Arya, on va de toute façon finir jusqu'au bout. Ouais. Ouais, ça vous parle? Oui. Okay. Maintenant, si on veut obtenir l'état de Bouddha, ça veut dire qu'on est dans quelle voie? Les voies du vécu fondamental ou les voies mahayanistes? Mahayaniste. Ouais. Très bien. Et donc, forcément, là, c'est pareil. On a les bodhisattvas sur la voie d'accumulation, à partir de la voie d'accumulation et sur la voie de préparation, etc. Et donc, là, ça veut dire que ce n'est plus uniquement le renoncement. Ben non, c'est un engagement. Tu peux être un bodhisattva et être un être ordinaire, exactement. C'est un être qui n'a pas... Ah, nécessairement. Si tu es, oui, si tu es un être ordinaire, tu n'es nécessairement pas un Arhat. Alors, si on reprend c'est des parties des 4 attachements, donc à partir de ce moment-là, on renonce déjà au samsara. On va y revenir. Oui, qu'est-ce que tu dis, Marie? Je dis que si on parle de se départir des 4 attachements par rapport à la question que tu poses, donc là, cette fois-ci, on va sortir du samsara. Puisque la première, tu l'as dit, on s'attache à cette vie. Exactement, c'est-à-dire, oui, Karvala Shena,
Nyejumin. Si tu es attaché au samsara, tu n'as pas de renoncement. Voilà. Ouais, exactement. Donc, ça veut dire que l'attitude intermédiaire, elle est à partir du deuxième des quatre non-attachements. OK. Et donc, Damien, tu disais qu'un arat, est-ce qu'il a le renoncement ou pas? Nécessairement, ouais, parce qu'il a voulu parcourir toutes ces voies. Et donc, ce qui a fait qu'il a... on va reprendre les arats juste avant. Voilà. Et c'est comme ça parle à tout le monde. Exactement. Donc, ça veut dire que pour obtenir l'état, un arat, il est où? Sur quelle voie ici? Et il commence par la voie d'accumulation nécessairement. Ouais. Il passe par les deux bleus. Alors, si on fait la distinction arat et Bouddha, dans ce cas-là, on ne parle pas des Bouddhas. Ouais. On ne parle que des arats. Et donc, les arats, c'est ceux qui sont sur le véhicule fondamental. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent développer le renoncement. S'ils ont le renoncement authentique, ils commencent par la voie d'accumulation. Ouais. Ensuite, ils passent à la voie de préparation, etc. Et où est-ce qu'ils sont, les arats, sur ces 5 voies? À la fin? À la fin. Exactement. C'est-à-dire qu'avant, on est un arya, on est un srotapana, entré dans le courant, qui ne revient plus qu'une fois, qui ne revient pas, et on obtient l'état d'arat. Et là, c'est juste à la voie au-delà de l'apprentissage. Il n'y a plus rien à apprendre dans cette voie-là. Ouais. Donc, ça veut dire que là, ces 5 voies, elles sont mentionnées pour tous les véhicules. Mais si on ne parlait que du véhicule fondamental, il faudrait mettre arat à la fin, au lieu de arya. Alors, à quel moment on a une perception directe yogique de la vacuité? La voie de la vision. La voie de vision, exactement. Vision, c'est pas une vie. Alors, il faut passer les deux bleus avant. J'ai l'impression de jouer aux petits chevaux. Exactement. Alors non, parce qu'un arat, c'est uniquement le fruit, c'est le résultat. C'est sur la 5e voie. Ah, en fait, si tu veux devenir un arat, voilà, exactement. C'est la voie. Ah non, non, du tout. Exactement. Tu vas te diriger vers... C'est pour ça qu'il y avait une flèche. À un moment donné, il y avait une flèche. C'était la direction. Voilà. C'était voilà, la destination. Exactement. La finalité ou la destination. Exact. Nécessairement, un arat doit réaliser la vacuité. C'est le fruit, exactement. C'est la voie au-delà de l'apprentissage. Ouais. Exactement. Donc ça, c'est la vision, c'est la vision prasangika. Hein. On est dans une vision prasangika des choses. Ouais. Parce qu'après, il y a d'autres visions qui ne concordent pas nécessairement. OK, donc ça veut dire que là, on a dit, si vous êtes un bodhisattva, est-ce que vous êtes nécessairement dans des voies? Oui. Oui. Si vous êtes un bodhisattva, est-ce que vous êtes nécessairement dans des voies? Oui. Pas forcément. Pas forcément. Ouais, pas forcément, parce que par exemple, un bodhisattva qui a fait les 6 perfections ou les 10 perfections depuis très longtemps, oui. Il n'a pas réalisé la vacuité. Il est un bodhisattva, mais il n'est pas... Et puis, c'est lui qui a réalisé la vacuité. Ça fait 2 bodhisattvas différentes. Donc, on a des bodhisattvas qui ne réalisent pas directement la vacuité, et on a des bodhisattvas qui réalisent directement la vacuité. Ouais. OK. Mais est-ce qu'on peut être un bodhisattva, mais pas être dans les voies, l'une des 5 voies? Mais on est quand même dans la voie, puisque on travaille pour acquérir les perfections. Et donc, ça veut dire qu'on peut être un bodhisattva et ne pas être dans les voies? Ici, on doit être sur si. Il doit avoir le renoncement pour pouvoir avoir vraiment l'intention d'être bénéfique pour tous les êtres. Tout à fait. Le renoncement est forcément bodhicitta. Ouais, ça veut dire qu'on a dit pour le véhicule fondamental, c'est le renoncement qui nous fait entrer dans les voies, dans la voie d'accumulation. Pour les bodhisattvas, renoncement et bodhicitta en même temps. Ouais. Ce qui ne développe pas d'abord bodhicitta et ensuite le renoncement, ou d'abord le renoncement et ensuite bodhicitta, ça vient en même temps. Enfin, ça devient spontané en même temps. Sinon, il faudrait qu'ils entrent dans une voie de véhicule fondamental alors qu'ils ont choisi les voies marianistes, ça serait trop compliqué. Donc, un bodhisattva, c'est nécessairement quelqu'un qui est dans l'une ou l'autre des 5 voies.
Oui, l'une ou l'autre des 5 voies. Ça veut dire au moins l'une ou l'autre des 4 premières voies. Nécessairement. Donc, ça veut dire que nous, on pratique le Mahayana. Ouais, on est dans la FPMT, Fondation pour la préservation de la tradition Mahayana. Est-ce que ça veut dire qu'on est des bodhisattvas pour autant? Ça dépend si on a le renoncement ou pas et si on développe la bodhicitta ou pas. Voilà, donc c'est pas nécessaire. Ça peut être le cas. Il y a peut-être des êtres réalisés parmi nous, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi, je n'en suis pas. C'est pas parce que je travaille dans la FPMT, que j'étudie dans la FPMT, que je suis un bodhisattva. On a le souhait. Voilà, on a le souhait. On cherche à obtenir ces niveaux-là. Mais tant que ce n'est pas spontané, c'est ça qui fait la différence. Ouais. Si on médite sur bodhicitta, et qu'on médite selon l'une ou l'autre des méthodes, l'égalisation, l'échange de soi avec autrui, etc., on s'entraîne à développer bodhicitta. Ouais. Mais ce n'est pas spontané, parce qu'on s'entraîne à développer bodhicitta. Ouais. Un bodhisattva n'a plus besoin de s'entraîner. C'est-à-dire que dès qu'il rencontre des êtres, nécessairement, qu'il pense à des êtres, c'est spontané. Exactement. Ça veut dire que, en fait, c'est à chaque fois qu'il pense soit à des êtres, soit qu'il voit des êtres. Ouais. S'il dort, je pense qu'il peut dormir, au moins sur les premières voies. Est-ce qu'il est en train de développer, est-ce qu'il a bodhicitta spontané? Peut-être pas, mais dans son continuum, oui. Ben oui, je pense. Dans son continuum, ouais. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement manifeste, mais c'est dans son continuum. Ouais. OK. Donc, c'est ça qui fait la différence. C'est pour ça qu'ils sont sur les voies mahayanistes. Ouais. Alors que nous, on n'est pas sur les voies. Enfin, moi, je ne suis pas sur les voies mahayanistes. OK, c'est ça qui fait la différence. Donc, je ne suis pas un bodhisattva. Ouais. Très bien. OK. Donc, après, il y a des subdivisions de ces différentes voies, mais ça, ce n'est pas très grave. Et une fois qu'il y a une réalisation yogique de la vacuité, parce que pour les prasangika, il peut y avoir une réalisation directe qui est conceptuelle. C'est pour ça qu'il vaut mieux dire réalisation yogique de la vacuité. Ouais. OK. Donc, à ce moment-là, ils entrent sur la voie de vision, voie de méditation, et ensuite, la voie au-delà de l'apprentissage, ce sont plus des bodhisattvas. Si c'est une réalisation inférentielle de la vacuité, il faut au moins, normalement, il faut au moins être sur la voie d'accumulation, voire sur la voie de préparation, si tu as obtenu le shamatha, si tu as obtenu le calme mental. Mais ce n'est pas une obligation. Et tu peux réaliser la vacuité avant. Oui, exactement. Ceux qui sont de facultés plus aiguës, ils peuvent réaliser la vacuité avant d'entrer dans les voies même. Une réalisation directe, conceptuelle pour les prasangika, ils vont dire que la définition d'une perception directe, c'est une cognition libre de conceptualisation. Et donc, libre de conceptualisation, ça veut dire pour eux libre d'un raisonnement. Ça veut dire qu'il n'a plus besoin d'être directement issu d'un raisonnement. Donc, ça veut dire que pour eux, un souvenir, c'est une cognition subséquente. Ouais, c'est une cognition subséquente conceptuelle. Donc, pour eux, une réalisation subséquente, une cognition subséquente est nécessairement une cognition valide. Et une cognition subséquente conceptuelle est nécessairement une réalisation valide directe. Parce qu'elle n'est plus directement issue d'un raisonnement. Ouais. Donc, ça veut dire que ceux qui sont sur la voie de préparation, les bodhisattvas qui sont sur la voie de préparation, ils ont une réalisation inférentielle de la vacuité. Mais pour les prasangika, c'est une réalisation directe. Mais ce n'est pas une réalisation yogique. Ouais. Wow, magnifique. Exactement. Tu peux réaliser la vacuité, mais pas être sur la voie. Tout à fait. Ouais. Il y a aussi un autre cas, c'est ceux qui ont changé en cours de route. Ça veut dire que, imaginons, la personne voulait aller à Montpellier, donc voulait obtenir l'état d'Arhat. Cette personne a obtenu l'état d'Arhat, et à un moment donné, le Bouddha leur dit il y a encore du boulot à faire, il faut entrer dans le game. Et donc, la personne va entrer dans les voies mahayanistes. Si cette personne développe bodhicitta spontané. Ouais. Parce que la personne recommence à partir du début. Hein. Ah oui. Et non. Et bodhicitta. Exactement. Donc, c'est très difficile pour un arhat de développer bodhicitta. Très difficile. Parce qu'il est dans une paix immense, il est dans la libération personnelle. Donc, il est dans une paix incroyable. Mais... Non, c'est impossible de sortir de samsara sans renoncer. Tu peux réaliser la vacuité inférentiellement.
Et est-ce que tu peux réaliser la vacuité? Ah ouais. Normalement, oui. Normalement. Oui, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs façons d'envisager l'éveil, même dans la tradition bouddhiste. Tout le monde n'est pas d'accord pour dire qu'est-ce qu'un Bouddha. Par exemple, une fois, je me souviens, sur un forum bouddhiste, j'avais parlé de l'état de Bouddha à un maître zen. Et il m'a dit, c'est Star Wars. Il a dit, c'est Star Wars. La façon dont nous, on imagine l'état de Bouddha, c'est pour lui, c'est pas la même chose. Et même dans le zen, ils ont plusieurs façons d'envisager l'éveil. Ouais. Donc, il y a justement un super bouquin qui s'appelle Au cœur de l'éveil. Ouais. C'est une discussion entre le maître Chan Cheng Yen et sa sainteté Dalai Lama. Ils sont en train de discuter sur ce qu'est l'éveil. Lui, il prend le point de vue de Chen, etc. Mais en effet, il y a énormément de points de vue différents par rapport à ce qu'est l'éveil. Donc, si on considère que l'éveil, c'est juste être pleinement attentif à ce qu'on fait, la pleine conscience. du point de vue d'un pratiquant indo-tibétain, c'est très facile d'en arriver. Et si on prend le point de vue, là, ici, c'est le point de vue des voix, etc., là, ça demande un petit peu plus d'effort. Ouais. C'est très compliqué d'avoir le renoncement authentique, d'avoir bodhicitta authentique, etc., d'avoir une réalisation, ne serait-ce qu'inférentielle de la vacuité. Ah oui, oui, tout à fait. Exactement. Ah oui, oui, tout à fait. C'est une réalisation intérieure, exactement. Tout à fait. Mais est-ce que ça implique l'omniscience ou pas? Et même chez les indo-tibétains, ils ne sont pas tous d'accord pour dire est-ce qu'il y a nécessairement l'omniscience pour un Bouddha? On en a parlé l'autre jour. Ouais. Et donc, s'il faut avoir ses propres conclusions. Qui a raison? Est-ce que tout le monde a raison? Est-ce que ça veut dire que deux conditions valides, opposées, antinomiques, peuvent exister? Donc, ça pose question. Mais c'est intéressant de se poser ces questions-là. Ouais, donc ça veut dire qu'ici, sur la voie au-delà de l'apprentissage, on pourrait dire que c'est la véritable voie au-delà de l'apprentissage dans le Mahayana. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus rien à apprendre. Il n'y a plus rien à développer. La perfection a été obtenue. Ouais. La personne devient un Bouddha. Ouais, n'est plus un bodhisattva. Ouais. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire que ces voies-là sont les voies des bodhisattvas ou les bodhisattvas yana. Pas vraiment. Parce que la cinquième n'en est pas une en tout cas. La cinquième, c'est la voie des Bouddhas. Ouais. C'est plus la voie des bodhisattvas. Parce qu'au moment où on l'obtient, on n'est plus un bodhisattva. Ouais. Mais en fait, c'est ouais. Alors, si sa sainteté dit qu'il a obtenu la voie de vision, en fait, s'il dit qu'il a une réalisation directe de la vacuité, après, ça peut être à partir de la voie de vision. Mais ça peut être absolument. Ouais. Ouais. En fait, la voie de l'apprentissage, en fait, c'est instantané. Ça se passe en un instant, cette voie. Mais obligatoirement, puisqu'elle est au-delà de la 10e terre. Elle est instantanée, comment ça? Ça veut dire que c'est au cours d'une méditation, tu passes de la voie de la méditation à la voie de l'apprentissage en un instant, non? Oui. Dans les sutras, en effet, c'est nécessairement au sein d'une absorption méditative de la vacuité. Dans les tantras, c'est en post-méditation qu'on passe à une voie supérieure, mais ce n'est pas très grave. Et en tout cas, oui, on passe d'un instant à l'autre. Ça veut dire que ça passe. Il n'y a pas nécessairement des heures et des heures, mais ça peut être des heures et des heures de méditation. Oui, c'est pour dire que cette voie au-delà de l'apprentissage, elle est très brève. En fait, oui, en fait, elle est très longue. Parce que le Bouddha Shakyamuni, il est en plein dedans. Il est dans la voie au-delà de l'apprentissage. Ah oui, d'accord. Dans ce sens-là, OK. Oui. Ah oui, tout à fait. La voie de vision tantrique, là, ça veut dire qu'il est au moins un bodhisattva de 8e bhumi. Ouais. Oui, tout à fait. Ils sont dans les bhumis purs, ceux-là. Si on parle des tantras supérieurs. Hein, on parle des tantras supérieurs. Tout à fait. Ouais, ça c'est magnifique. Okay. 8e, 9e, 10e. Très bien. On a encore un petit peu de temps. C'est parfait. Génial. Donc là, c'est là où on a cette distinction entre être conscient et un Bouddha. C'est-à-dire qu'un Bouddha n'est plus un être conscient. Pourquoi? Parce qu'un être conscient, c'est la cause d'un Bouddha. C'est
Il possède une conscience, et donc cette conscience, c'est la nature de Bouddha. En gros, on pourrait dire c'est ce qui est le potentiel de l'état de Bouddha. Donc, c'est pourquoi un Bouddha n'est plus un être conscient, techniquement parlant, si on parle de la terminologie. Un Bouddha n'est plus un être conscient parce que ce n'est plus un Bouddha en devenir, puisqu'il a obtenu l'état de Bouddha. Être conscient, ça veut dire Bouddha en devenir. Oui. Tout à fait, c'est pour ça que j'en parle là. Que le Bouddha était un être vivant. C'est plus la même chose. Exactement, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Il y a le vivant et l'être vivant. Il y a le vivant et l'être vivant. Et donc, il faut savoir ce qu'est la vie. C'est quoi la life? Donc, si on regarde vraiment l'Abhidharma mahayaniste, je crois me souvenir que c'est chez Gensen que vous avez dit ça. Du point de vue de l'Abhidharma mahayaniste, c'est un facteur associé à l'énergie vitale, au souffle, au mouvement des souffles, les souffles vitaux, etc., etc. Et si on prend l'Abhidharma Vaibhashika de Acharya Vasubandhu, on va dire, c'est un composé non associé qui est le support de la chaleur et de l'esprit. Littéralement, c'est ce qu'il dit dans le premier chapitre. Et donc, c'est un composé non associé. Vous savez ce que c'est un composé non associé? Vous savez déjà. Vous avez déjà la définition par cœur. Il n'est ni conscience ni forme. Donc, une corne de lapin est un composé non associé. N'existe pas. La corne du lapin, il n'existe déjà. L'espace a composé. Un impermanent. Un phénomène impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, ça, c'est le principe vital, on peut dire la vie ou le principe vital pour Acharya Vasubandhu. Et les commentaires, bien sûr, nous, en tibétain, il y a le commentaire de Chim Jampeyang qui parle de ça aussi, qui dit en effet, c'est un facteur composé non associé qui est le support de la chaleur et de l'esprit. OK. Donc là, il y a une distinction fondamentale entre facteur associé à l'énergie vitale ou association du corps et de l'esprit, en gros. C'est que si on parle que du premier, eh ben, un déva, une personne, etc., sont vivants, et aussi les plantes sont vivants. Parce que c'est que des souffles du principe vital. C'est-à-dire qu'un arbre meurt, pourquoi? Parce que son principe vital cesse. Les souffles qui le faisaient vivre ont quitté ce morceau de bois. Alors oui, ça c'est une très bonne question. Il y a un échange d'informations entre des plantes, oui. Et si on branche l'ordinateur à la télé, il y a un échange d'informations. Est-ce que les deux sont conscients pour autant? Non. Non, exactement. Ouais. Donc, ce n'est pas une preuve suffisante de dire qu'il y a un échange d'informations. J'aimerais savoir le mot statique en même temps, puisque je crois que c'est le moment. Oui, attends, je reviens tout de suite, Marie. D'accord. Oui, ah bah vas-y. Ok, vas-y, pardon. Oui, Qui, moi? Oui. Oui. Parce qu'on dit, par exemple, le poisson était estatique. Donc, je ne connais pas très bien ce mot-là en français. Le quoi? Le poisson, par exemple, était estatique. Je vais donner un exemple pour mieux comprendre, puisque c'est toi qui as traduit. Donc, Milarepa mangeait donc le poisson. Donc, on ne voyait pas que le poisson... Tu as compris? Tilopa, peut-être. Oui, Tilopa. Oui, Okay. mangeait donc le poisson. Le poisson était estatique. Était alors, est-ce que extatique. ça revient à ce qu'on va voir là? Ok, était extatique. Estatique. Ouais, l'extase du poisson, ça mériterait un cours à part entière. Ah oui, c'est ça, parce que je n'arrive pas à comprendre. Ok, il était dans la félicité, j'imagine, c'est ça que ça veut dire, l'extase extatique dans la félicité. Je pense que c'est ça que ça veut dire, ouais. Ok, ouais, extase, extatique, etc. Ouais. Ok, certainement, parce qu'aucun grand maître qualifié comme Tilopa ne pouvait faire du mal à qui que ce soit. Impossible. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça, oui, on comprend, mais on ne voyait pas. Il donnait l'apparence de manger des poissons, etc., mais il claquait dans les mains et les poissons revenaient dans la mer. Dans la mer, dans le fleuve. D'accord. Ok, très bien. Donc ici, oui, vas-y. Oui. Oui. Ah, elle dégage une certaine odeur, elle dégage des ondes.
Parce que la télé n'est pas du vivant. Ce n'est pas la même chose, hein. Un arbre, c'est du vivant. Et donc, il y a une réaction. Par exemple, les acacias en Afrique, s'il y Ah a des oui, chèvres qui viennent manger un acacia, il va dégager en effet un genre de phéromone. Et les autres acacias vont développer du tanin avant même d'être attaqués par les chèvres. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont conscients ou est-ce que c'est juste de l'échange d'informations? Parce que l'évolution a fait que c'est le développement des tanins qui a fait qu'ils préservent leurs feuilles. Ben non, l'imprimante et l'ordinateur échangent de l'information. Ils échangent de l'information quand il y a de l'électricité. Exactement, c'est le continuum mental. Donc là, on n'est que dans le vivant, c'est-à-dire que un déva, une personne est vivante, vous êtes d'accord? Et une plante est vivante. Ouais. Mais si on s'arrêtait là, oui. Alors les bactéries, est-ce que c'est du vivant? Alors c'est du vivant, c'est sûr, mais est-ce que c'est du conscient? C'est difficile à dire. Ouais, c'est difficile à dire. Il faut, c'est vivant. Alors, c'est toute la question. Normalement, si une plante avait une conscience, il n'y aurait eu aucun intérêt pour le Bouddha de prôner le végétarisme. ah ouais. C'est tuer quelqu'un? Est-ce qu'il y a la présence de la conscience dans un phénomène spécifique ou pas? C'est un phénomène hypersensoriel. Ce n'est pas un phénomène caché. La conscience, en général, ce n'est pas un phénomène caché, c'est un phénomène manifeste. Mais qu'il y ait la conscience dans un endroit spécifique, c'est ce qu'on appelle atindriyartha en sanskrit. C'est au-delà de la perception sensorielle. Ouais. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir si une plante a une conscience ou pas? Ben, on s'en remet à quelqu'un qui fait autorité. Qui fait autorité chez les bouddhistes? Le Bouddha. Mais Ouais. il faut analyser, est-ce que le Bouddha est un Bouddha? Est-ce que l'éveil est possible déjà? Et est-ce que le Bouddha lui-même est éveillé? Donc ça, c'est compliqué. Ouais. Oui. Oui, exactement. Ça veut dire que le fait que la conscience existe n'implique pas un système nerveux. Par exemple, le Deva ici, je pense que c'est Vishnu, mais je ne suis pas sûr, n'a pas de système nerveux, désolé pour les hindous, mais il a une conscience. Ouais. Okay. Donc là, ne prouve pas nécessairement la présence de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir un système nerveux comme moi et ne pas être conscient quand je suis dans le sommeil profond. Enfin, il y a une conscience, mais je ne suis pas conscient de ce qui se passe. Ouais. Ok. Hein? Alors, s'il y a une conscience, il y a nécessairement une conscience mentale. Parce qu'en fait, les autres consciences se résorbent dans cette conscience-là. Alors, il y a beaucoup d'instincts, beaucoup d'empreintes, etc. Et il y a des concepts. Il y a nécessairement des concepts. Pourquoi? Parce que s'ils ont repris naissance dans le samsara, ils ont nécessairement la conception fausse des existences inhérentes. Donc, ils ont au moins ce concept-là. Nécessairement. Et ce concept naît nécessairement dans la conscience mentale, pas dans une conscience visuelle. Est-ce qu'on a cours aujourd'hui? S'il n'avait pas de conscience mentale, on va presque terminer. S'il n'avait pas de conscience mentale, il n'aurait pas la saisie de l'existence inhérente, il ne serait pas dans le samsara. Ouais. Et la conscience mentale, c'est ça qui fait la continuité. Donc, il n'aurait même pas de continuité. Ça veut dire qu'il serait nouvellement produit, etc., etc. Donc, il y aura beaucoup de conséquences difficiles à soutenir en débat, en tout cas. Ah oui, tout à fait. Oui, il y a nécessairement une conscience parce que la conscience, elle n'est pas formelle, elle n'est pas matérielle. Donc, elle peut résider dans un endroit minuscule, puisqu'elle n'est pas elle-même de la forme. Et la conscience omnisciente du Bouddha, est-ce qu'elle est partout? Ce n'est pas de la forme. Comment est-ce que ça peut être partout? On en reparlera. Donc là, ce qu'il faut essayer de voir, c'est qu'il y a le vivant et l'être vivant. Et là, ça change tout. Un être vivant est nécessairement une personne, vous êtes d'accord? Un être, ouais, un être, c'est une personne. Une personne peut être humaine et non humaine. Ouais, ça, c'est très, très important. Les animaux sont des personnes. Les prétas. Du point de vue bouddhiste, ouais. Les prétas sont des personnes. Parce que, c'est quoi la définition d'une personne? La définition d'une personne? C'est marqué.
C'est une chose. Donc, il est censé qu'une table est une personne, parce que c'est une chose. Généralité de sens. Ok. Donc, une personne, c'est un jeu désigné en dépendance de tout ou partie des agrégats. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Un jeu ou un individu, un jeu ou un individu désigné en dépendance de tout ou partie des agrégats, de l'un ou l'autre des agrégats. Mais tout ou partie, c'est mieux, en fait. Bravo, ganron, la téné. Ganron, ça veut dire l'un ou l'autre, tout ou partie. Parce que dans certaines écoles pensent que dans le sans forme, il n'y a pas la forme. Et donc, on ne peut pas dire que c'est tous les agrégats, parce qu'il n'y a pas l'agrégat de la forme. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, ça, c'est un jeu ou un individu désigné en dépendance de tout ou partie des agrégats. Et donc, il y a des personnes non humaines, qui sont beaucoup plus nombreuses que les personnes humaines, d'ailleurs. Alors, entité, du point de vue bouddhiste, ça pourrait dire un existant. Et un mécanisme est un existant. Donc, on peut dire que la personne, c'est un composé non associé, c'est impermanent, mais ce n'est pas son corps, ce n'est pas son esprit. Donc, c'est comme le temps. Le temps, c'est impermanent, mais ce n'est pas de la matière, ce n'est pas de la conscience. Donc, c'est une abstraction d'une certaine manière, mais une abstraction qui, quand même, a une certaine réalité. C'est un jeu entité. Le jeu, on parle que du jeu conventionnel. Il n'y a pas de jeu ultime. Ok, association du corps et de l'esprit. Si on dit association du corps et de l'esprit, le Bouddha est un être vivant, parce qu'il y a un corps de forme et un corps de vérité. C'est son corps et son esprit. Et donc, c'est un être vivant. Mais ce n'est plus un être conscient. Pourquoi? Parce que être conscient, c'est un Bouddha en devenir. Et un Bouddha n'est plus en devenir. Là, vous êtes d'accord? Ça me tient un petit peu de temps. Oui, tout à fait. Ouais, ça joue. Donc, le Bouddha est un être vivant. Parce que si on prend la notion de la vie comme étant l'association du corps et de l'esprit. Oui. Alors, je crois avoir compris qu'il n'était pas un être conscient. Voilà, tout à fait. Oui. Exactement, mais il possède toujours un esprit. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'un Bouddha... Et bien voilà, exactement. Et le Bouddha a un esprit, possède un esprit. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'on se dit, si on dit que ce n'est pas un être conscient, ça veut dire que le Bouddha est une table, parce qu'une table n'est pas un être conscient. Donc, ce n'est pas le cas. Un Bouddha est un être vivant, c'est un être, c'est une personne, parce que personne, être, soi, conventionnel, je, tout ça, c'est équivalent. Donc, le Bouddha est une personne. Le Bouddha est une personne. Mais ce n'est plus un être conscient parce que ce n'est plus un Bouddha en devenir. Être conscient, ça veut dire qu'il est la cause d'un Bouddha. C'est ce qu'on étudie quand on étudie la nature de Bouddha. C'est-à-dire qu'il y a des exemples comme ça où on dit il y a des syllogismes comme ça où telle ou telle personne, même notre pire ennemi, peut obtenir l'éveil. Pourquoi? Parce que c'est un être conscient. Donc ça prouve, si c'est un être conscient, qu'il peut obtenir l'éveil. Parce que être conscient égale cause d'un Bouddha. Bouddha en devenir. Donc le Bouddha n'est plus un être conscient parce qu'être conscient techniquement, ça veut dire un être non éveillé. C'est ça que ça veut dire. Un être qui n'est pas un Bouddha. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Voilà. Et donc le Bouddha est un être vivant, mais le joyau Bouddha ultime n'est pas un être vivant. C'est l'esprit du Bouddha. Donc c'est là où on va faire une distinction, ce n'est plus une personne. Ok, donc ça on l'a vu. Je ne sais pas pourquoi je voulais vous montrer ça. L'être conscient et l'être vivant. Donc là, voilà la distinction entre être conscient et être vivant, c'est-à-dire que le Bouddha n'est plus un être conscient, mais c'est un être vivant. Ok, bravo, 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 magnifique. Ça va, c'est plus clair ou pas? Oui, j'ai une question. J'ai une question. Encore pire qu'avant. J'ai une question par rapport aux continuités du jeu. Là, on n'a plus. Oui, alors je vais prendre ta question, Pascal, et il y avait Nathalie aussi.
Ouais. Oui. Oui, 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 tout à fait. Mm. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Il faut vraiment bien comprendre ça, c'est que un Bouddha, en effet, a une conscience, a la meilleure de toutes les consciences. Il n'y a pas plus élevé que le niveau de conscience d'un Bouddha. Mais ce n'est pas un être conscient parce que être conscient, si on comprend ce que ça veut dire un être qui n'est pas un Bouddha, tout simplement. Oui, Pascal? Oui, bon, on est en plein en ce moment, c'est la continuité du jeu. Alors, est-ce qu'il faut continuer à suivre le cours? C'est peut-être un peu difficile de définir ce qui, ce qui continue. Alors, qu'est-ce qui continue exactement? Oui, c'est Instance, important. généralité, définir un peu la continuité du jeu. Oui, la continuité du jeu. Ok, donc c'est nécessairement une généralité, ouais, la continuité du jeu. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il a dit attention, ne prenez pas le jeu comme recouvrement. Comme recouvrement. Pour la continuité. Il a dit ça à un moment donné. Ok. Ok. Très bien. Alors, Donc là, il y a les instances, et en oui. effet, les instances d'un continuum, les instances de ce continuum sont les parties du continuum. Ouais. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. En fait, c'est les parties du continuum. Le jeu de ce matin, le jeu de midi et le jeu de ce soir sont les parties du continuum. Ouais. Mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit les instances du continuum. Pourquoi? Parce qu'une instance doit être le continuum. Si c'est oui. si une table est l'instance de la généralité chose, la première condition, c'est quoi? C'est que table doit être chose, doit être une chose. Oui. Alors que la partie d'un tout ne peut pas être ce tout. C'est impossible. Ouais. Donc, c'est pourquoi il y a une différence entre partie et tout et instance et généralité. L'instance doit nécessairement avoir pour nature la nature de la généralité. C'est-à-dire que le jeu de ce matin, c'est une partie du jeu en général, mais ce n'est pas le jeu en général, nécessairement pas. Oui. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de recouvrement. Oui, exactement. Tout à fait, exactement. Ça forme le jeu général. Le jeu général, mais aucune de ces parties du continuum n'est le continuum, n'est le jeu. Le jeu général. Mais ils sont une même entité. Absolument. Parce que la partie et le tout sont nécessairement une même entité. Ouais. C'est important de bien faire cette distinction. Ouais. Ok, donc entre instance et généralité et partie et tout, il y a une immense différence. Ouais. La partie de la table ne sera jamais une table, mais la table, comme étant une instance de chose, est nécessairement une chose. C'est là où on voit une différence. Ouais. J'espère. En tout cas, merci beaucoup, c'était super. On a pris plus de temps et vous me direz s'il y a besoin pour les autres jours. Vous me tenez au courant. Ouais, ok. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci bien à toi aussi. Merci. Avec plaisir.